money. Money, money, money. Crazy about my money. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui ne cherche pas à te divertir. Il cherche à te réveiller. Un livre qui te met face à toi-même, sans filtre. Un livre qui te rappelle une chose très simple, mais que beaucoup oublient. Ta vie t'appartient. Et si tu ne la prends pas en main, quelqu'un ou quelque chose la prendra à ta place. Le titre, c'est Le Manifeste du héros. Et l'auteur, c'est Franck, aujourd'hui connu sous le nom de Franck Palace. Alors, je te préviens tout de suite, ici, on n'est pas sur du développement personnel mou. On n'est pas sur des phrases jolies à surligner et à oublier le lendemain. On est sur un livre qui te pousse à agir, à te responsabiliser et à reprendre le contrôle de ton mental, de tes émotions et de tes choix. Et ce qui est très intéressant, c'est la structure. Chaque chapitre commence par une citation forte, puis Franck développe une idée en profondeur. Et surtout, il te fait passer à l'action avec un exercice. Donc, pendant ce résumé, je ne vais pas juste te raconter le livre. Je vais te transmettre l'essence du message et les exercices qui vont avec, pour que tu puisses commencer à appliquer, même si tu lis le livre plus tard. On y va. Chapitre 1. Mieux gérer sa colère. Franck ouvre avec un thème universel, la colère. Et il introduit ça avec une phrase qui frappe. C'est le bonheur. Ça vient d'un seul coup, comme la colère. Marguerite Duras. La colère, c'est rapide, ça arrive d'un coup. Et souvent, ça prend le pouvoir. Le problème, c'est que quand la colère prend le volant, ce n'est plus toi qui décides. Tu parles trop vite, tu attaques, tu cries, tu casses quelque chose. Parfois une relation, parfois une opportunité, parfois ton image. Et ensuite seulement, tu reviens à toi. Et tu te dis, pourquoi j'ai réagi comme ça ? Franck ne diabolise pas la colère. Au contraire, il explique que la colère est un signal. Le signal qu'un besoin est piétiné, qu'une limite est dépassée, qu'une injustice est ressentie ou qu'une blessure ancienne vient d'être réveillée. Le vrai sujet, ce n'est pas « je suis quelqu'un de colérique ». Le vrai sujet, c'est « qu'est-ce que cette colère essaie de dire à ma place ?» Parce que je n'ai pas su l'exprimer autrement. Et c'est là que le livre commence à te remettre au centre. Parce que Franck insiste sur une idée. Si tu laisses tes émotions décider, tu redeviens spectateur. Si tu reprends la main sur tes émotions, tu redeviens acteur. Et le chapitre se referme sur un rappel essentiel. Le principal acteur de ta vie, c'est toi. Et ta vie t'appartient. Exercice du chapitre 1. Franck te demande de choisir une situation concrète. Repense à une scène où tu t'es mis en colère. Une vraie scène. Revois-la précisément. Puis, évalue-la. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, factuellement ? Qu'est-ce que toi, tu as interprété ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Et surtout, quel besoin était touché ? Est-ce que tu t'es senti méprisé ? Est-ce que tu t'es senti impuissant ? Est-ce que tu t'es senti trahi ? Est-ce que tu t'es senti injustement traité ? Et maintenant, la question clé. Si tu pouvais rejouer la scène avec lucidité, qu'est-ce que tu ferais différemment ? L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de comprendre tes déclencheurs pour ne plus être contrôlé. Chapitre 2. Développer notre patience. Deuxième chapitre, et Franck attaque un autre point qui fait échouer énormément de gens, l'impatience. La patience est un élément clé de la réussite. Bill Gates. On vit dans une époque où on veut tout de suite. Résultat rapide, progression immédiate, changement instantané. Et quand ça n'arrive pas vite, on doute, on se décourage, on se disperse. Et souvent, on abandonne juste avant que ça commence à fonctionner. Franck insiste sur un point. La réussite n'appartient pas seulement aux talentueux, elle appartient aux endurants,
aux gens capables de tenir, capables d'accepter le délai entre l'effort et la récompense, capables de continuer même quand personne ne valide, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Et il installe une phrase mentale, presque comme une conviction à imprimer dans ton cerveau. Peu importe le temps qu'il faudra, je sais que j'y arriverai. Ça change tout, parce que quand tu penses comme ça, tu ne paniques plus, tu ne te compares plus, tu n'abandonnes plus dès que c'est lent, tu continues. Et Franck te pousse à ralentir pour mieux réussir, pas ralentir pour fuir, ralentir pour construire, ralentir pour rester maître de toi. Exercice du chapitre 2. Il te demande d'observer ton impatience comme un signal, comme pour la colère. Repère une situation où tu t'énerves parce que ça ne va pas assez vite. Note ce qui te frustre réellement. L'attente, l'incertitude, la perte de contrôle ou la peur de ne pas y arriver. Puis choisis une action simple, volontaire, pour entraîner ta patience, ralentir ton rythme, respirer avant de répondre, accepter un délai, terminer une étape avant d'exiger un résultat, et surtout, te répéter « je continue » même si c'est lent, parce que c'est comme ça qu'on gagne. Chapitre 3. Comprendre le changement pour mieux l'intégrer. Troisième chapitre, le changement. Et là, Franck pose une phrase qui remet les idées à l'endroit. Changer n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir qui l'on est et l'accepter. Jacques Salomé. Beaucoup de gens résistent au changement parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose. Perdre leur identité, perdre leur confort, perdre leurs repères. Mais Franck te dit l'inverse. Le changement, c'est souvent un retour à toi, à ce que tu es vraiment, à ce que tu as étouffé pendant des années pour correspondre, pour survivre, pour être accepté. Il rappelle une évidence. La seule constante, c'est le changement. Le monde bouge, les gens bougent, les circonstances bougent. Donc si toi tu refuses de bouger, tu souffres, parce que tu te bats contre la réalité, et il t'amène à cette logique implacable, soit tu avances, soit tu recules. Parce que la vie ne laisse pas un état neutre très longtemps. Si tu ne construis pas, tu te déconstruis. Et il insiste aussi sur l'idée de croyance. On est ce que l'on croit. Autrement dit, si tu crois que tu ne peux pas changer, tu ne changeras pas. Si tu crois que tu peux évoluer, tu chercheras comment. Exercice du chapitre 3. Il te demande de choisir un domaine où tu sens que tu stagnes, une habitude, une relation, ton travail, ta santé, ton mental. Ensuite, question simple. Qu'est-ce que je refuse de changer ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui me fait peur ? L'échec, le regard des autres, l'inconnu ou la réussite elle-même. Puis tu choisis une micro-action. Pas une révolution. Une micro-action faisable cette semaine. Parce que le changement devient réel quand il devient concret. Chapitre 4. Les principales excuses qui nous empêchent d'avancer. Là, Franck devient frontal. Il attaque la maladie numéro 1 de ceux qui veulent réussir, mais qui ne bougent pas. Les excuses. Le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Antonio Gramsci. Et il enfonce le clou avec Roosevelt. Les gagnants trouvent des opportunités. Les perdants trouvent des excuses. Franklin D. Roosevelt. Franck dit en substance « marre de l'excusite ». Parce que l'excuse a un avantage. Elle protège ton ego. Elle te donne une bonne raison de ne pas agir. Mais en échange, elle te vole ton futur. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas le bon moment. Je verrai plus tard. Franck insiste. Ces phrases sont souvent des versions polies de la peur. La peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de sortir du cadre, la peur d'être jugé. Et il balance une vérité simple et brutale. Si tu ne te forces pas à avancer chaque jour, tu reculeras un peu chaque jour. Sois plus fort que ta plus forte excuse. Si tu ne changes rien, rien ne change.
Exercice du chapitre 4. Il te demande de mettre noir sur blanc tes excuses. Tu écris tes 3 excuses principales du moment. Et pour chacune, tu te poses 2 questions. Qu'est-ce que ça me coûte de continuer à y croire? Et qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, même petit, même imparfait, pour avancer quand même? Chapitre 5. Les croyances, amis ou ennemis. On arrive à une pièce centrale du livre, les croyances. Franck propose une phrase personnelle, très forte. Les croyances séparent les gens, alors que le doute les rassemble. Franck Alexandre. Une croyance, c'est une idée à laquelle tu adhères sans la remettre en question. Tu la considères vraie et tu finis par vivre comme si c'était une loi. Et c'est là le danger, parce que les croyances deviennent des lunettes. Tu ne vois plus la vie telle qu'elle est, tu la vois telle que tu crois qu'elle est. Franck donne un chiffre marquant, on a des dizaines de milliers de pensées par jour, et la majorité se répète. Donc, si tes pensées se répètent, ta vie se répète. Tu refais les mêmes choix, tu retombes dans les mêmes schémas, tu reproduis les mêmes résultats. Et souvent, ces croyances viennent de l'enfance. Ce qu'on t'a dit, ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu as interprété. L'argent, c'est difficile. Je ne suis pas fait pour ça. Dans la famille, on n'est pas comme ça. Je ne mérite pas. Franck développe longuement, parce que c'est l'un des leviers les plus puissants. Quand tu changes tes croyances, tu changes ta manière d'agir. Et quand tu changes ta manière d'agir, tu changes tes résultats. Et il précise une chose importante. Les croyances qu'il partage sont sa vérité, issue de son vécu, et elles l'ont aidé à progresser et réussir dans plusieurs domaines. Autrement dit, ce n'est pas à croire aveuglément, c'est à tester, à appliquer, à vérifier par l'expérience. Exercice du chapitre 5. Choisis une croyance qui te limite aujourd'hui, puis réponds à ces questions. D'où vient cette croyance? Qui me l'a transmise? Quelle preuve j'ai qu'elle est vraie? Quelle preuve j'ai qu'elle est fausse? Et maintenant, la question la plus importante, quelle croyance je choisis d'installer à la place, qui me donne de la force, du mouvement et de l'ouverture? Chapitre 6. Les principes du jeu de la vie. La vie est un jeu. Soit tu joues, soit tu es un jouet. Thomas Gadabadi. Dans ce chapitre, Franck explore une métaphore puissante, la vie comme un jeu. Il ne s'agit pas ici de minimiser les épreuves, mais de changer notre posture face à elles. Le héros ne subit pas la vie comme une suite d'obligations. Il y entre comme dans une partie où chaque action compte. Il identifie les 4 grands éléments du jeu, les règles, valeurs personnelles, lois universelles. Les joueurs, notre entourage, nos adversaires, nos alliés, les défis, échecs, obstacles, tests, les récompenses, évolution, paix intérieure, accomplissement. L'auteur insiste sur le fait que ceux qui refusent de jouer consciemment deviennent des jouets des circonstances. La passivité est un danger, la conscience est la clé. Exercice. Dans quel domaine de ta vie as-tu abandonné ton rôle de joueur? Que peux-tu faire cette semaine pour reprendre l'initiative? Chapitre 7. Se déprogrammer pour mieux se reprogrammer. Tout ce que nous plantons dans notre subconscient et nourrissons de répétitions et d'émotions deviendra un jour une réalité. Earl Nightingale. Notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il exécute ce qui lui est programmé, souvent inconsciemment. Nos schémas répétitifs ne sont pas le fruit du hasard, mais de programmes mentaux ancrés depuis l'enfance. Franck propose de désinstaller les anciens logiciels pour installer de nouvelles routines de pensée. Il aborde la puissance des affirmations, de la visualisation, de la répétition émotionnelle. Il invite à observer nos mots, nos pensées, nos émotions et à les rediriger consciemment pour créer une nouvelle réalité intérieure. Exercice.
Choisis un domaine de ta vie que tu veux transformer. Écris 3 affirmations positives puissantes à ce sujet. Lis-les chaque matin avec intention et émotion pendant 21 jours. Chapitre 8. Les effets de la procrastination sur notre quotidien. Il vaut mieux avoir l'œuf aujourd'hui que la poule demain. Proverbe. Remettre à demain, c'est un piège doux, mais destructeur. Franck montre comment la procrastination érosionne l'estime de soi, retarde la réussite et entretient le stress. Il explique les causes. Peur de l'échec, perfectionnisme, manque de clarté, surcharge mentale. Il propose des outils pratiques. La méthode du premier pas minuscule, la technique Pomodoro, le focus 25/5 et la règle des 2 minutes. Le but est de reprendre momentum, car l'action engendre l'envie d'agir. Exercice. Note une tâche que tu repousses depuis plus de 7 jours. Réduis-la à une action de 5 minutes. Fais-la maintenant, puis note ce que tu ressens après. Chapitre 9. L'auto-sabotage. Ne vous inquiétez pas des échecs. Inquiétez-vous des chances que vous manquez quand vous n'essayez même pas. Jack Canfield. Le plus grand ennemi du héros, c'est souvent lui-même. Franck dévoile les mécanismes de l'auto-sabotage. La peur d'échouer ou de réussir, l'autocritique permanente, le sabotage par procrastination, les schémas de rejet, d'abandon, de trahison non guéris. Il nous invite à reconnaître ces mécanismes, non pas pour les juger, mais pour les accueillir avec lucidité, puis les transformer par la bienveillance et la discipline. Exercice. Repère une action que tu sabotes systématiquement. Quels bénéfices inconscients cherches-tu à préserver? Sécurité, invisibilité, contrôle. Quelles décisions peux-tu poser pour casser ce cycle? Chapitre 10. La loi de la cause à effet. Ce que nous appelons hasard n'est et ne peut être que la cause ignorée d'un effet connu. Voltaire. Rien n'arrive sans cause. Chaque résultat, bon ou mauvais, provient d'un enchaînement de pensées, d'émotions et d'actions. Franck invite ici à une responsabilisation radicale. Ce qui m'arrive n'est pas le fruit du sort, mais de mes choix conscients ou inconscients. Il donne des exemples concrets dans les domaines de la santé, de la réussite professionnelle, des relations. Il insiste sur la puissance des micro-choix du quotidien, qui finissent par produire des effets massifs. Exercice. Choisis un domaine où tu es insatisfait. Identifie 3 causes que tu contrôles. Puis, définis une nouvelle cause à semer dès aujourd'hui. Chapitre 11. La productivité personnelle. La productivité n'est pas ce que vous faites de votre temps, c'est ce que vous faites de votre esprit. Ce chapitre redéfinit totalement la productivité. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, avec alignement, énergie et intention. Franck introduit des outils, la loi de Pareto, 80/20, la matrice d'Eisenhower, la planification inversée. Il insiste sur l'importance de créer des routines mentales et énergétiques, sommeil, alimentation, respiration, focalisation. Le vrai levier n'est pas dans la gestion du temps, mais dans la gestion de l'attention. Exercice. Pendant une journée, note toutes les distractions qui te coupent de tes priorités. Identifie un créneau de 2 heures demain pour créer un espace sans interruption et te concentrer sur une tâche essentielle. Chapitre 12. La spiritualité, connexion à notre moi intérieur. La spiritualité reconnaît la lumière divine qui brille en chacun d'entre nous. Elle n'appartient à aucune religion en particulier, mais à tout le monde. Mohamed Ali. La dimension spirituelle, souvent évacuée des livres de développement personnel, est ici centrale. Franck partage sa vision d'une spiritualité universelle, ancrée dans l'amour,
la paix intérieure, la reconnaissance du vivant en soi et autour de soi. Il parle de silence, de respiration, d'intuition. Il aborde la gratitude comme une prière silencieuse. La spiritualité, c'est écouter ce qui ne parle pas, mais qui guide. C'est cultiver un espace de vérité intérieure, au-delà du mental et de l'ego. Exercice. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude. Respire profondément et observe ce que cela change dans ton état intérieur. Ce qu'il faut retenir. Ce manifeste te fait comprendre une chose. Le travail sur soi se fait par étapes et rien ne se transforme en un jour. Et ces étapes, c'est simple. 1. Apprendre à te maîtriser émotionnellement. 2. Accepter le temps et le processus. Donc, développer patience et discipline. 3. Arrêter les excuses et reprendre la responsabilité. 4. Identifier et changer tes croyances, parce qu'elles pilotent tes choix. 5. Passer à l'action avec les exercices, parce que la compréhension seule ne suffit pas. Et dernière idée importante, si tu veux de vrais résultats, ne te nourris pas de n'importe quoi. Lis, pratique, et si tu vas à des conférences, choisis les bons intervenants, les bonnes méthodes. La transformation, c'est sérieux, et ça se construit. Synthèse en une phrase. Arrête de subir, arrête les excuses, pratique les exercices et redeviens l'acteur principal, étape par étape. Mini-quiz. Question 1. Quel est le tout premier thème abordé dans le livre, au chapitre 1? Réponse. La gestion de la colère. C'est la première émotion que Franck t'aide à comprendre et à canaliser. Question 2. Quelle est la phrase mentale que Franck te propose pour développer ta patience? Réponse. Peu importe le temps qu'il faudra, je sais que j'y arriverai. C'est une clé mentale pour tenir sur la durée sans abandonner. Question 3. Selon Franklin D. Roosevelt, quelle est la différence entre les gagnants et les perdants? Réponse. Les gagnants trouvent des opportunités, les perdants trouvent des excuses. Une citation reprise dans le chapitre 4 sur les excuses. Conclusion. Si tu veux vraiment avancer, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'une motivation parfaite. Tu as besoin d'un engagement. Choisis un seul exercice du livre, un seul, et fais-le aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Si ce résumé t'a été utile, abonne-toi à la chaîne Résumé du succès et mets en commentaire l'étape sur laquelle tu veux travailler en ce moment. Colère, patience, croyance, procrastination, discipline. Et dans le prochain épisode, on parlera de Le paradigme de l'abondance de Joe Vitale, aux éditions Guy Trédaniel. Crazy about my money.